Pas de problème, l'important c'est qu'on soit tous là et qu'on puisse démarrer. Donc merci, beaucoup à tous les 2 de vous joindre à moi aujourd'hui pour, ce webinaire, autour d'un sujet qui est omniprésent aujourd'hui, partout, quelle que soit la taille de l'entreprise. C'est le sujet, de la politique, RSE et de la stratégie RSE, comment la mettre en entreprise, quelles sont les best practices. Donc c'est, très intéressant d'échanger, à ce sujet avec vous, aujourd'hui. Ce que je vous propose, c'est qu'on démarre, rapidement, sur, ces différents, sujets. On va commencer par un petit tour de table pour, chacun se présenter et faire une petite introduction sur ce qu'on fait. Ensuite, Timothée, je te laisserai, présenter, un peu plus en détail, remettre dans le contexte que c'est que la RSE, son importance et comment mettre en place une bonne stratégie, RSE. Ensuite, Soline nous fera une, présentation, de donc Écosystème, une entreprise à mission, et d'un cas pratique qui s'applique, très bien, justement, aux politiques RSE. Ensuite, à mon tour, je vous parlerai, rapidement, de comment on travaille avec les entreprises sur, ces sujets, avec Deeply. Tout au long pour les participants, donc tout au long du webinaire, vous pouvez poser vos questions dans l'onglet, questions-réponses. Donc n'hésitez pas parce qu'après on prendra, 25-30 minutes pour, répondre justement à ces questions. Donc voilà, je vous propose qu'on démarre par ce fameux, tour de table. Donc Timothée, je te laisse te présenter. Merci Martin. Bonjour à tous. Donc, moi, je dirige une entité qui s'appelle R3 Impact, qui est dédiée à accélérer la transition écologique et sociale des petites et moyennes organisations. Donc, les organisations aujourd'hui qui ne sont pas soumises à des obligations réglementaires de reporting, notamment développement durable. Et tout l'enjeu, c'est de proposer à ce type de structure des méthodes, des outils, des dispositifs qui leur permettent de rendre accessibles ces sujets à des petites structures. Donc, c'est un programme qui j'espère, va se massifier dans les années à venir parce que le monde des PME, TPE est en retard sur ces sujets. Donc, il faut pouvoir leur donner les moyens de s'en saisir. Très bien, merci beaucoup. Soline? Bonjour, bonjour à tous. Alors donc moi je suis Soline Van Wimmer, je travaille pour une société qui s'appelle Écosystème. On est un éco-organisme qui prend en charge la fin de vie des appareils électriques et électroniques. Donc on organise sur tout le territoire français la prise en charge, la collecte, le transport et le traitement des appareils électriques et électroniques en fin de vie. Et je suis en charge de la qualité, la RSE et l'amélioration continue pour Écosystème. Super, merci beaucoup. Je me présente, à mon tour. Donc moi, c'est Martin, je suis, directeur commercial chez, Deeply. Donc Deeply, ça fait 6 ans qu'on existe et on est, un hub de gestion, des produits high-tech, donc de seconde main. Donc on gère, aussi bien, la reprise de flotte, chez des entreprises pour les reconditionner et les distribuer dans, différents canaux de distribution. Donc voilà, nous, on gère, tout le cycle de vie, du produit, lorsqu'il est en fin de vie, pour lui trouver, on va dire, la meilleure seconde vie sur les canaux B2B. Donc on travaille uniquement avec les professionnels. Pour enchaîner, Timothée, donc je te propose, de prendre la main sur, donc nous expliquer un peu plus la notion de RSE et qu'on se remette, tout ça, dans le contexte. Merci. Alors, je regarde, est-ce que je peux passer les slides ou pas? Est-ce que j'ai la main? Je peux m'en occuper pour toi, hein, pas de Ouais, problème. ok, super, merci. Donc, il y a une définition officielle de la RSE qu'on retrouve au niveau de l'Union européenne. Ce qu'il faut bien comprendre, et je ne vais pas m'attarder très longtemps, c'est quand on parle de RSE ou quand on parle de développement durable, on parle exactement de la même chose. La RSE, c'est le développement durable appliqué au monde de l'entreprise. Donc, ça concilie environnement, social et économique pour permettre à une entreprise de développer une activité qui prenne bien en compte les dimensions environnementales, sociales et sociétales. Et être RSE aujourd'hui, c'est aller au-delà des obligations, on va dire, réglementaires, juridiques, et c'est d'aller justement sur des sujets qui sont un peu plus avant-gardistes. Mais le problème, quand on regarde la définition européenne, clairement, elle n'est pas très claire pour une PME et une TPE. Et donc, ce que je voulais vous proposer, c'est une autre définition, une définition plus opérationnelle. C'est la slide d'après.
Quand on fait en gros une démarche RSE, en tout cas nous telle que l'on la déploie dans une TPE-PME, ce que l'on va chercher ou ce que l'on va rechercher, c'est 3 choses. Un, comment aider l'entreprise à entreprendre sans détruire l'environnement. Donc là, on va plutôt traiter de toutes les parties, la partie environnementale. Le deuxième sujet, c'est comment on peut se servir de la RSE pour améliorer l'engagement des équipes dans l'entreprise, donc plutôt la partie sociale. Et puis, le troisième sujet qu'on va essayer de rechercher, c'est comment on peut renforcer l'utilité de l'entreprise pour la société. Si la slide est après, ce qu'on va faire, c'est que derrière chacun de ces axes, on a identifié un certain nombre de leviers. Sur la partie environnementale, les entreprises, ils vont avoir 3 leviers, on n'en a pas 36 000. Un, c'est je vais essayer de contribuer à la neutralité carbone. Et donc, c'est quoi? C'est je réalise mon bilan carbone, je mets en place un plan de réduction et puis j'essaie de compenser les émissions que je ne peux pas réduire. L'autre levier, c'est comment j'insère mon entreprise dans ce qu'on appelle la circularité de mon activité. Et donc là, c'est plutôt lié à la matière première, aux déchets. Le 3, c'est comment j'essaie de mettre en place des produits, des services dont l'impact sur la santé des hommes et de l'écosystème sera limité. Donc ça, on va dire, c'est nos 3 leviers sur la partie environnement. La partie sur l'amélioration de l'engagement des équipes dans l'entreprise, ce que l'on va améliorer, c'est le partage de la richesse, des valeurs, la convivialité, l'épanouissement professionnel des salariés, de l'entrée jusqu'à la sortie, comment je les intègre mieux, comment je développe leurs compétences, comment je les fais évoluer. Et puis, bien sûr, tout ce qui est bien-être des équipes, à la fois physique et psychique. Et puis, dans le troisième levier, quand on parle de renforcement de l'utilité de l'entreprise pour la société, c'est on va se poser un certain nombre de questions. C'est quoi ma mission? Quel engagement sociétal je peux faire dans mes territoires? Quelle diversité des équipes j'intègre au niveau des recrutements, des jeunes, des seniors, des personnes en situation de handicap? Et puis, comment je peux mieux ancrer mon entreprise à travers mes achats, notamment sur mon territoire. Et puis, à côté de ça, ce qu'il faut travailler pour pérenniser la démarche dans le temps, c'est le faire vivre, comment je structure et je pilote tout ça, et comment je le fais savoir en externe et en interne. Donc ça, c'est un cadre aujourd'hui qui se base sur, on va dire, sur les grandes normes, mais qu'on a essayé de rendre beaucoup plus tangible pour une TPE-PME qui veut se lancer dans une démarche RSE. Donc, c'est quelque chose d'assez holistique. Ensuite, ce que je voulais revenir, donc là, on va dire c'est le cadre en termes de thématique. Et ce que je voulais revenir, c'est dans la slide d'après, c'est plutôt sur le cadre réglementaire. Donc, si tu peux passer la slide juste après, il y a aujourd'hui un cadre réglementaire pour exercer, on va dire, sa démarche RSE. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que toute entreprise aujourd'hui est censée être une entreprise RSE. Donc, ça, c'est un article du Code civil qui dit que les sociétés doivent être gérées sur leur intérêt social en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux dans son activité. Bon, clairement, il n'y a personne qui vient vous voir en vous disant et toi, vous faites quoi sur la RSE? Et si vous vous dites je ne fais rien, vous avez une sanction ou vous fermez l'entreprise. Donc, il y a une loi, mais qui n'est pas aujourd'hui contraignante. Il y a quelques années, on a introduit une nouvelle loi qui s'appelle la loi Pacte et qui a permis à certaines entreprises, de manière volontaire, d'inscrire au niveau de leur statut une raison d'être. Et donc, c'est de se dire que dans mes statuts, j'intègre une dimension sociale, environnementale ou sociétale où je vais essayer de rechercher justement des impacts autres que financiers. Et donc, ça, on peut modifier ces statuts et donc inscrire une raison d'être. Et puis, il y a eu une deuxième article dans cette loi Pacte qui touche le code du commerce et qui permet à certaines entreprises volontaires, toujours, d'aller chercher ce qu'on appelle le statut d'entreprise à mission. Et je pense que je laisserai aussi Écosystème développer ça parce que je sais qu'ils sont aussi dans cette mouvance. Mais en gros, la société à mission, c'est une façon d'être RSE, mais on va dire, s'infligeant, entre guillemets, des contraintes, puisque quand on est à la statut de société à mission, on s'engage sur des objectifs. On a mettre en place un comité aussi à mission et il y a un tiers vérificateur agréé par l'État qui vérifie que ce que vous dites et ce que vous faites sont bien alignés avec votre mission. Donc, si je devais résumer au niveau du cadre réglementaire, normalement, toutes les entreprises doivent être RSE, mais il n'y a pas de contrôle. Ceux qui veulent aller plus loin en matière de contraintes, ils ont la possibilité d'aller chercher le statut d'entreprise à mission. Donc ça, c'est pour l'aspect législatif. Et enfin, et avant, pour finir cette petite introduction, tu peux passer sur la partie cadre normatif. Je voulais aussi
c'était de resituer par rapport au cadre normatif cette fois, c'est les ISO. Il existe un ISO 26000 qui a un référentiel de développement durable, RSE, pour les entreprises et qui permet de cadrer les démarches RSE. Ce n'est pas une norme certifiante, ça ne termine pas par 1, comme ISO 14001, ISO 9001. Donc, il n'y a pas de certification derrière, mais ça permet de dresser des grands domaines d'application de ce que c'est que la RSE pour une entreprise. Bon, elle est quand même assez orientée grand groupe. Quand on regarde ça, on se dit c'est pas pour moi. Donc, nous, ce que je vous ai montré dans la partie tout à l'heure sur la définition, c'est qu'on a fait une traduction de la norme ISO 26000 de manière à ce qu'elle puisse être opérationnelle pour les TPE-PME. Mais ce qu'il faut savoir, c'est quand même qu'il y a, c'est la slide d'après, des façons de pouvoir valoriser ce que vous faites à travers soit l'ONU, les objectifs du développement durable, il y en a 17. Et donc ça, c'est une plateforme sur laquelle vous pouvez inscrire vos engagements en fonction des objectifs que vous remplissez. Donc, si vous avez des actions autour de la biodiversité, vous pouvez inscrire vos actions sur l'objectif 15, qui est la vie terrestre, par exemple, ou la vie aquatique. Mais bon, ça reste plutôt une façon pour valoriser ce que vous faites. Et puis, dans la salle d'après, ça sera la dernière pour cette introduction, il y a des labels qui se sont engouffrés dans la norme ISO 26000 et qui ont fait au fait une démarche de labellisation. Et donc, moi, le conseil que je donne sur ces labels, il y en a plein, on ne sait jamais trop ce qu'il faut qu'on fasse. Moi, la clé que je veux vous donner, et après dans les questions, je pourrais vous répondre un peu plus dans le détail sur comment on opère tout ça, c'est la labellisation. Pour moi, c'est intéressant, mais c'est la cerise sur le gâteau. D'abord, faites une démarche RSE structurée qui vous va bien, sans vous orienter sur un label en particulier. Et ensuite, une fois que vous faites vivre la démarche et que vous avez déjà fait quelque chose, voyez quel type de label vous pouvez vous engager pour labelliser, si besoin, votre démarche. Il y a le label Lucie, qui est le label français historique, le label engagé RSE, qui est porté par l'AFNOR, le label PME+, qui est plutôt pour les fournisseurs de la grande distribution, et le label B Corp, qui nous vient des États-Unis et qui a une particularité, c'est que pour en gros avoir le label, il faut presque obligatoirement avoir transformé ses statuts et mettre en place une raison d'être dans ces statuts. Voilà ce que je voulais pour introduire ce sujet RSE. Super, merci beaucoup pour cette intro, c'était hyper clair et ça cadre très très bien le sujet. Je vais laisser Soline donc prendre la suite pour un peu plus nous présenter Écosystème et notamment leur travail sur les D3E. Voilà, on fait un zoom sur les appareils électriques et électroniques pour cette partie. Super. Alors, donc Écosystème, on est l'un des éco-organismes en France qui est agréé pour gérer les déchets d'équipements électriques et électroniques. On a un statut un peu particulier puisque un éco-organisme n'est pas une société classique. On est quand même une société privée, mais à but non lucratif et qui est agréée par le ministère en charge de l'écologie. Donc, régulièrement, on remet un dossier d'agrément et on obtient une autorisation par les pouvoirs publics d'exercer en fait notre activité. On prend en charge en fait les obligations des producteurs d'appareils électriques et électroniques et on appelle ça des obligations REP, c'est-à-dire de la responsabilité élargie des producteurs. Donc, on prend en charge la responsabilité que les producteurs d'appareils électriques et électroniques nous délèguent pour finalement gérer la fin de vie de ces appareils électriques et électroniques. Et on a une mission d'intérêt général qui est finalement d'organiser sur tout le territoire français la collecte, le transport, la dépollution et le recyclage de ces déchets électriques et électroniques en fin de vie. On travaille sur 4 secteurs différents, des déchets ménagers, donc ce que vous pouvez avoir dans tous les ménages, que ce soit des appareils de cuisson, des appareils de réfrigération, ce qu'on a dans la salle de bain, les jouets électriques, électroniques, etc. Les lampes également, donc tout ce qui est lampes, ampoules et des D3E professionnels, donc là qui sont vraiment très différentes des déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers, qui se trouvent globalement dans les entreprises, mais ça va vraiment varier entre les climatisations, les
les climatisations professionnelles, hein, qu'on peut trouver sur les toits des bâtiments, par exemple, les vitrines réfrigérées qui sont dans les supermarchés ou dans la grande distribution, mais c'est aussi les serveurs informatiques, ce qu'on peut trouver dans un pressing, dans une cuisine professionnelle, donc c'est très, très large. Et on prend en charge également les petits extincteurs. Donc sur cette slide, vous voyez les contributions des producteurs en millions d'euros, donc ce qui finance la filière pour chacun de ces secteurs. Et ensuite, ce qu'on prend en charge en quantité, donc on a pour les D3E ménagers pris en charge en 2019 603 000 tonnes d'appareils. Donc voilà un peu pour la vue globale sur les activités d'écosystème. Alors on travaille en France et les différents appareils qui sont pris en charge ne sont pas traités ou pris en charge de la même façon. On va avoir des traitements qui sont différenciés. On a un peu plus de 100 centres industriels qui sont spécialisés pour traiter ces différents appareils. Et ce que vous voyez indiqué sur la carte, c'est le nombre de centres par typologie d'appareils. Donc, on a des écrans qui ne sont pas traités pareil que des lampes, qui ne sont pas non plus traités pareil que du gros électroménager froid, ce qu'on appelle GEM froid. Voilà, donc c'est une centaine de centres en France qui prennent en charge ce recyclage. Voilà, alors on est entreprise à mission depuis une année. C'est donc effectivement inscrit dans nos statuts et on a travaillé et on s'est engagé sur une raison d'être et 5 engagements. Ces engagements sont des engagements qui sont très orientés RSE, qui sont des engagements sociaux et environnementaux. Les 5 engagements, je ne vais pas rentrer dans le détail du contenu, mais le premier, ils sont tous complètement en lien avec l'activité qui est la prise en charge et la gestion des appareils électriques et électroniques en fin de vie. Mais ces 5 grands objectifs sont donc de lutter contre l'épuisement des ressources fossiles et minérales. On a dans notre objectif de valoriser les matières premières issues des appareils en fin de vie. Est-ce qui rentre vraiment dans ce premier engagement? Le deuxième, c'est une protection de l'environnement et de la santé. On travaille beaucoup sur la dépollution de ces appareils en fin de vie et la protection des opérateurs qui font ces manipulations. Notre troisième engagement, c'est d'allonger la durée de vie des appareils. On a une nouvelle mission depuis notre nouvel agrément, donc depuis peu, sur la réparation et le réemploi et la réutilisation. Donc, c'est vraiment cette partie-là qui est traitée dans ce troisième engagement. Également, contribuer au développement d'emplois et de compétences. On est très lié aux entreprises d'insertion. Les entreprises qui gèrent les déchets d'équipements électriques et électroniques en fin de vie ont beaucoup d'emplois d'insertion et on s'engage pour la formation et l'insertion à grande échelle de ces collaborateurs. Et le dernier engagement, c'est d'accélérer les changements de comportement des citoyens, puisque toute notre activité repose sur le fait que les consommateurs et les citoyens savent quels gestes faire quand ils ont un appareil en fin de vie ou un appareil qui est cassé et qui doit être réparé. Donc, ce 5e engagement va dans le sens de faire connaître au plus grand nombre quelles sont les bonnes pratiques pour se débarrasser ou prolonger la vie d'un appareil électrique et électronique. Donc voilà un peu pour les engagements qu'on a pris qui sont finalement des engagements très RSE, donc environnementaux, sociaux et sociétaux. Super, très intéressant. On va passer à la prochaine slide. J'ai déjà plein de questions, mais je vais attendre les questions-réponses avant de vous les poser. Alors ensuite. Voilà, alors sans rentrer dans le détail, mais on a lié les 5 engagements que vous voyez sur la gauche à des indicateurs RSE et une stratégie RSE. Donc, pour ça, on a mis en face de chaque engagement des indicateurs et des grandes actions qui sont vraiment en lien avec ces engagements. On a notamment des indicateurs ressources minérales, ressources fossiles, donc pour accroître la récupération des matières suite au recyclage. Qui contribue directement au premier engagement de lutte contre l'épuisement des ressources. Pour le deuxième, si on prend un deuxième exemple, les indicateurs CO2
vont être directement impactants pour ce deuxième engagement de protéger l'environnement. Et on a également un indicateur, des indicateurs sur la dépollution. Donc, quelle efficacité on a au niveau de la dépollution de nos appareils. Donc, ça, c'est pour la protection de la santé. Voilà, donc dans notre stratégie RSE, on met en face des engagements pris dans le cadre de l'entreprise à mission, des actions et des indicateurs qui correspondent directement aux engagements qui ont été pris par l'entreprise. Voilà, alors pour rentrer un peu plus dans le détail, mais sans trop détailler quand même, là, l'objectif, c'était d'expliquer un petit peu quel pouvait être le cheminement d'un appareil et des matières dans la partie recyclage des appareils en fin de vie. Là, c'est un exemple pour les petits appareils. Donc, c'est ce que vous pouvez avoir comme petit électroménager, les grille-pains, les batteurs à eux dans votre cuisine, ou ce qu'on peut avoir aussi en hi-fi ou dans la salle de bain, les rasoirs électriques, les sèche-cheveux, voilà. Donc, ces petits appareils, quand ils arrivent sur un centre de traitement, alors oui, pardon, il faut savoir que pour les autres types d'appareils, on n'aura pas exactement les mêmes traitements, mais on va dire que la philosophie est toujours un peu la même. Alors déjà, il y a une première étape qui est une étape de tri. En fait, on vérifie qu'il n'y ait pas de problème dans ce qui est apporté en centre de traitement. On commence en fait à enlever les polluants qui sont directement visibles, notamment par exemple les cartouches des imprimantes. Il y a ensuite une deuxième phase, alors qui est le numéro 4 sur le schéma, qui est l'ouverture mécanique. On a toujours une partie mécanisée qui va nous aider vraiment à accéder à l'intérieur des appareils et commencer à séparer les différentes matières. Suite à cette ouverture mécanique, il y a encore un tri manuel. Donc là, c'est des plus petits morceaux, hein, on est d'accord. Ces parties d'appareil vont être triées en fonction, alors soit de leur fonction, soit si ce sont des polluants, soit si ce sont déjà des matières très identifiables, des métaux ou du plastique, par exemple. Par contre, ce n'est pas à cette étape-là qu'on va vraiment faire le tri par matière. Ce sera après l'étape qui est notée numéro 6, l'étape de broyage. Cette étape de broyage ne rentre dans le broyeur que des matières. On a enlevé en théorie tous les polluants. Tous les polluants doivent être sortis avant cette étape de broyage. Et suite à cette étape de broyage, il y a des séparations qui sont des séparations automatisées. Donc, on a des tris spécifiques, des tris par aimantation, la partie overband pour des métaux ferreux. Donc, on sépare les métaux ferreux, les métaux non ferreux, tout ce qui est aussi plastique. Et on va donc avoir en sortie déjà des fractions qui sont bien séparées par grande famille. Elles ne sont pas complètement utilisables ensuite, mais elles sont déjà séparées par grande famille. Donc voilà, un peu pour le schéma classique. Pour les autres catégories de déchets d'équipements électriques et électroniques, alors soit c'est beaucoup plus manuel, par exemple pour les écrans. De la même façon, les appareils professionnels type serveur informatique, mais également pour certains autres gros appareils, on va procéder un peu de la même façon, c'est-à-dire il y a déjà une partie manuelle pour ouvrir et aller chercher les polluants, et ensuite une partie mécanisée pour séparer les différentes matières. Mais voilà un peu le schéma global de ce qui se passe sur un centre de traitement qui prend en charge les appareils en fin de vie. Très clair. Okay. Voilà. Et donc, pour terminer sur la fin de vie des appareils électriques et électroniques et sur finalement l'impact de tous ces appareils, donc les clés du succès pour intégrer une dimension environnementale et avoir un réel impact environnemental sur notre consommation de produits électriques et électroniques. Alors, il y a deux choses. La prolongation de la durée de vie d'un appareil, puisque en fait, un appareil neuf consomme de nouvelles matières premières, et prolonger la durée de vie d'un appareil électrique électronique, ça va vraiment avoir un impact environnemental très important, que ce soit un impact CO2 ou un impact sur la consommation des matières vierges. Il faut savoir que par exemple dans les produits high-tech, l'extraction de certains métaux ou de terres rares ou de matériaux critiques, c'est extrêmement impactant puisqu'on les trouve en très faible quantité.
Et donc, prolonger évidemment la durée de vie d'un appareil, c'est aussi un levier pour diminuer ses coûts. Le deuxième gros impact qu'on peut avoir sur les appareils électriques et électroniques, c'est de s'assurer que leur prise en charge est faite par une filière agréée et qu'on n'envoie pas son appareil, finalement, on ne sait pas trop où, dans quelque chose d'un peu plus obscur. Alors déjà, pour avoir finalement une prise en charge locale, donc avec une industrie et des emplois qui sont locaux, mais l'impact qui est vraiment majeur, c'est d'avoir une dépollution qui sera maîtrisée. On s'assure que tout ce qu'on fait en France sont faits par des entreprises qui sont certifiées, qui sont contrôlées, qui sont auditées. Donc, on maîtrise cette dépollution. Et ça permet aussi de produire des matières secondaires plus localement, de bonne qualité. Et ça évite également les exports illégaux de déchets et d'équipements électriques et électroniques. On parle assez souvent de ça dans les médias, mais effectivement, il y a quand même des pays, notamment en Asie et en Afrique, qui subissent de plein fouet nos exports d'appareils, nos exports illégaux, et ce qui génère une pollution sur place qui est très importante. Donc voilà un peu les deux parties très clés, c'est prolonger la durée de vie et également s'assurer que la filière qui prend en charge les déchets, donc ce qui ne fonctionne plus, soit agréé et de bonne qualité. Ouais, c'est Voilà. là qu'on comprend mieux sur les engagements, sociaux et environnementaux, sur enfin, le dernier point que tu soulevais. Le fait de, vraiment évangéliser les solutions qui existent pour, valoriser les déchets, et les D3E, c'est important pour éviter justement ces exports illégaux, par exemple. Donc, Ouais. c'est intéressant de le faire savoir, et je pense qu'il y a des gros enjeux, aujourd'hui en entreprise, sur les équipes RSE, de connaître qui sont les acteurs qui permettent justement, de traiter de manière, plus propre et plus responsable ces Voilà, déchets. ouais. On est 2 éco-organismes qui fonctionnent en France, Écologique et Écosystème, et toutes les informations de collecte sont bien décrites sur nos sites web respectifs, qui sont des solutions de collecte qu'on essaie de proposer vraiment le plus largement possible, que ce soit aux entreprises ou aux particuliers. Super. Très clair. Bah, merci beaucoup Céline pour, toutes ces explications. Très rapidement, pour vous donner, un exemple de ce que, Deeply sait faire et là où on peut intervenir justement sur ces problématiques, c'est sur les produits qui sont, eux, réparables. Donc, dans, la circularité, du produit, lorsque le produit est irréparable ou hors d'usage, il peut sortir, vers des organisations, comme Écosystème. Mais nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de récupérer ceux en bon état et réparables et de les réinjecter dans les canaux de seconde main, de les mettre donc, sur ces bons canaux. Donc comme, je vous l'ai dit au début, on travaille uniquement avec les pros, donc ça peut partir, chez des retailers, chez des assurances, sur des marchés publics, dans des mairies, des universités. Donc vraiment essayer de les réinjecter et d'allonger, nous aussi, au maximum la durée de vie, du produit, et de vraiment créer cette circularité et de les faire sortir quand ils sont, irréparables ou hors d'usage via des structures responsables comme, Écosystème. Merci beaucoup pour, cette présentation. On va pouvoir, passer aux questions-réponses. Le but, c'est vraiment qu'on puisse échanger. Donc, hésitez pas, les participants, à poser vos questions, dans l'onglet, questions-réponses. J'en ai déjà quelques-unes qui sont, arrivées. Il y en a une pour, Timothée, sur, la notion, d'encadrement des lois RSE. Tu disais, Timothée, que, la loi, enfin, il existe une loi RSE, mais que c'est pas contrôlé. Est-ce que cette loi sert à quelque chose finalement, s'il n'y a pas de contrôle, de ce qui est fait en entreprise? Pour les entreprises de moins de 500 salariés, clairement, non. Ça ne sert pas à grand-chose, si ce n'est Ouais. que ça a le mérite d'inscrire juridiquement des notions mais ça, c'est pas ça qui fait que la démarche s'accélère. Après, il y a des lois différentes pour les entreprises de plus de 500 salariés qui, eux, ont une obligation de reporter leurs indicateurs extra-financiers Mmh. annuellement. Et le seuil va descendre pour les entreprises de plus de 250 salariés à partir de l'année prochaine. D'accord. Donc est-ce que c'est ça qui expliquerait le retard des ETI et PME sur ces sujets? Oui, entre autres. Après, ce qui freine aussi, je pense, c'est une lisibilité sur ce que cela recouvre.
puisque pour beaucoup d'entreprises, la RSE, c'est quand même vu comme du greenwashing, un truc un peu mou qui ne sert pas à grand-chose. Mmh. Alors que quand c'est bien fait, en vrai, ça permet de vraiment transformer l'entreprise, de développer de nouvelles offres, d'améliorer l'engagement des équipes, de créer plus d'utilité pour la société et donc une meilleure image de marque. C'est juste la façon dont on va le prendre. Donc, ce qu'il faut que les entreprises aient en tête, c'est comment réussir à faire une démarche RSE dans une petite structure, comment tout ça, ça peut bien se mettre en place quand on n'a pas une personne dédiée pour mener à bien le projet, quelles aides on peut avoir pour pouvoir développer tout ça, et quelles méthodes, en gros, et outils je vais devoir, sur lesquels je vais devoir appuyer pour faire une démarche qui soit cohérente, quoi. Mmh. Super, très clair. J'ai aussi une question pour Soline, sur la question de la traçabilité de ce qu'il advient des déchets, des D3E, parce que quand on a envie de réinjecter, nos déchets, dans, des canaux plus, responsables, comment on peut être certain qu'ils, soient en effet, bien traités, dans vos centres et qu'on puisse avoir une traçabilité en fait de Ouais. ces déchets? Alors, nous, il faut savoir que notre agrément par les pouvoirs publics nous oblige à faire un reporting très strict et annuel de nos résultats et de tous les engagements qu'on prend via le dossier d'agrément qu'on remet. Mmh. Au niveau de la traçabilité, on est aussi très engagé réglementairement et donc on répond de cette traçabilité au pouvoir public tous les ans. Donc on a une traçabilité qu'on va prouver au pouvoir public, qui peuvent être, on délivre également aux détenteurs des certificats de prise en charge. Par contre, effectivement, chaque détenteur ne va pas savoir exactement où va ses appareils, sa matière. Mais voilà, on est très contraint par les pouvoirs publics à ces reportings stricts sur la traçabilité et la performance du recyclage. C'est Très très bien, encadré et on est quand même largement audité sur ces points-là. et justement, par rapport à ces subventions, nous, on a un sujet dans le reconditionné, c'est que nous, on paye, nous-mêmes la D3E. Est-ce que c'est pas un peu paradoxal de devoir payer la D3E alors qu'on travaille sur l'économie circulaire, pour subventionner justement la valorisation des déchets derrière? Chaque D3E qui est remis sur le marché, enfin chaque appareil qui est remis sur le marché, effectivement, doit être Assujetti, soumis à mmh, l'éco-participation pour la fin de d'accord. vie de cet appareil. Effectivement, un appareil qui n'est pas arrivé en fin de vie, il aura toujours ce traitement et cette logistique, cette collecte qu'il faudra mettre en œuvre à la fin réelle de sa vie. Donc, effectivement, on est à la limite de l'exercice, mais il faut savoir Ouais, que ces éco-participations, elles sont complètement utilisées pour la partie opérationnelle et donc elles servent vraiment à prendre en charge la logistique, la collecte et le traitement. très clair. Merci beaucoup, Soline. J'ai une question qui arrivait pour Timothée, qui demande: «Dans une petite structure, est-il intéressant de mettre en place un comité exécutif formel?» Est-ce que ça te Alors, parle, cette notion? je pense qu'il doit faire référence à ce qu'on appelle, nous, comité RSE. Oui, Mmh. clairement. Moi, si je devais vous donner quelques clés pour réussir, en gros, le lancement d'une démarche RSE dans une petite structure, c'est en amont du projet, il y a plusieurs questions à se poser. C'est est-ce que vous avez dans l'équipe, dans l'entreprise, une personne motivée pour prendre la casquette RSE? Donc déjà, et cette personne, elle aura un rôle juste d'animer le sujet dans l'entreprise. Pas forcément, il ne va pas y passer la moitié de son temps sur ce sujet. Mais il faut compter 10-20% peut-être sur les premiers mois pour pouvoir animer le projet. Et l'astuce, quand on est une petite structure, en effet, c'est d'adosser à cette personne référente un comité qui représente les principaux métiers de l'organisation. Et c'est ce qu'on appelle, nous, la Green Team, le comité RSE. Et ce comité, c'est vraiment lui qui va se partager et distiller les travaux, les tâches, en fonction du plan d'action qui sera défini par ailleurs, pour mettre en œuvre la RSE dans l'organisation. Et dans ce comité, ce qu'il faut avoir en tête,
C'est bien sûr qu'il y ait un sponsor de la direction. Il ne faut pas que le comité RSE soit déconnecté de la stratégie. Et donc, la meilleure façon, c'est qu'il y a au moins une personne de la direction qui appartienne à ce comité RSE. Donc, en gros, pour moi, avant de vous lancer, si vous avez une personne motivée qui va avoir un rôle de chef d'orchestre, adossé à un comité qui représente les métiers principaux de l'entreprise avec un sponsor de la direction dans ce comité-là, vous avez en termes de gouvernance les atouts pour pouvoir lancer le projet. Ça, c'est la clé. Après, le plus important, une fois que vous avez fait ça, c'est qu'est-ce que je fais quand je lance ce projet. Et moi, le conseil quand même que je vous donne, c'est plutôt de trouver un appui externe qui, pendant les premières phases, va vous aider à cadrer et structurer le projet. Et quand on parle de cadrer et structurer le projet, qu'est-ce que c'est? C'est de faire cet état des lieux diagnostique de vos pratiques. Déjà, identifier ce que vous faites déjà de bien et ce que vous pourrez faire de mieux. La deuxième étape, en fonction de comment vous voulez faire, c'est d'identifier vos enjeux clés par rapport aux vos parties prenantes, que ce soit externes ou internes. Donc, c'est interroger des clients, des fournisseurs et des salariés pour comprendre un peu quels sont les enjeux clés en RSE à adresser pour votre activité. Et sur ça, ensuite, vous engagez sur des actions, enfin sur des engagements. Et nous, ce qu'on recommande, nous, ce qu'on aime bien faire, c'est on anime des ateliers de facilitation où on met en place le comité exécutif ou comité RSE et on fait travailler sur une demi-journée le comité en se basant sur l'état des lieux, les enjeux des clients et faire accoucher sur des engagements qui soient précis avec derrière des objectifs et des indicateurs. Donc, c'est en gros la grosse architecture de la démarche. Et une fois que vous avez votre architecture de la démarche, qui est le plus compliqué à faire, mais qui est le plus sympa, ensuite, la dernière étape d'un projet de structuration RSE, c'est quoi? C'est de décliner ces engagements objectifs dans une feuille de route opérationnelle. Nous, ce qu'on conseille, c'est de faire ça à 3 ans, où le comité RSE va se dédier des tâches à mettre en place. Et vous allez comme ça pouvoir orienter l'entreprise pas à pas, année après année, avancer à votre rythme sans attendre que vous soyez contraint de le faire. Donc aujourd'hui, si vous voulez structurer une bonne démarche RSE, c'est un peu ces étapes-là qu'il faut mener. Diagnostic, on appelle nous après matrice de matérialité, c'est faire identifier vos enjeux clés par rapport aux parties prenantes, les définir vos engagements et vos indicateurs et la feuille de route qui va bien pour maintenir vos engagements. Très clair, très bien. Merci beaucoup pour cette réponse détaillée, Timothée. Aujourd'hui, dans une petite structure, ça peut paraître un petit peu, comment dire, difficile de mettre ça en place naturellement. Ça paraît quand même très structuré. Est-ce qu'il y a une guideline qu'on peut suivre? Est-ce qu'il y a des best practices pour mettre ça en place qu'on peut trouver facilement? Alors, c'est toujours compliqué parce que chacun a sa petite tambouille. Vous avez sur Bicorp un questionnaire qui est en libre d'accès qui vous permet de faire une pré-évaluation. Nous, on va lancer dans quelques semaines une plateforme qui sera gratuite et qui va vous permettre de vous auto-évaluer et de sortir à bout de 20 minutes un premier plan d'action avec des fiches actions pour vous aider à vous améliorer. Sinon, après, le plus simple, ça reste de se faire accompagner sur ces premiers mois. En gros, c'est 6 mois à peu près quand vous faites accompagner entre le diagnostic et la définition d'une feuille de route. Donc, sur ces 6 mois, je pense que vous allez beaucoup plus gagner du temps. Et ce que je pourrais vous montrer, s'il y a des gens qui sont intéressés, c'est que nous, on opère un programme pour le compte de l'État dans lequel vous avez une subvention. Donc, c'est le seul programme qui existe et qui permet aux TPE-PME, pour 3 500 € d'avoir accès à un programme de formation pour le comité exécutif et en plus d'avoir un consultant expert qui vient chez vous faire votre état des lieux, la définition de vos engagements et la partie feuille de route. Donc ça, c'est un dispositif qui fonctionne bien pour les TPE-PME. Et d'ailleurs, le prochain lancement est prévu le 30 mai à Paris ou le 21 juin à Lyon. Donc, s'il y a des gens qui sont intéressés, qui n'hésitent pas à me contacter pour en savoir plus. Donc, ça permet ce type de démarche qu'on fait avec l'État de pouvoir rendre accessible financièrement ce sujet-là aux petites structures parce que 3 500 €, plus, il y a une possibilité en plus de prendre en charge par l'OPCO,
Donc, ça reste en termes de coût, ça vaut plus le coup de passer par ce type de dispositif que de vouloir se lancer seul dans l'aventure, puisque vous allez souvent, le résultat qu'on voit, c'est que ça met du temps, beaucoup plus de temps à le faire pour un résultat qui n'est pas forcément au rendez-vous. Très bien, super, très clair. Merci beaucoup, Timothée. J'ai une question pour Soline. J'ai beaucoup d'entreprises, donc là je pose la question à moi-même, qui me posent la question des imprimantes en fin de vie qui traînent au fond de leur tiroir, de produits imposants dont ils ne savent pas quoi faire finalement et comment les valoriser. Et qui me demandent comment faire pour avoir un certificat carbone, un certificat RSE qui permettrait de justifier la démarche de travailler avec des acteurs, on va dire, responsables. Comment ça marche aujourd'hui, justement, ces fameux certificats? Oui, alors nous, on remet aux détenteurs des certificats de prise en charge qui ne sont pas des certificats carbone. Dans notre démarche RSE, justement, on est en train de travailler sur la possibilité finalement de chiffrer beaucoup plus finement les impacts que peut avoir la prise en charge de certains appareils. Il faut quand même savoir que c'est un exercice qui est un peu compliqué parce qu'on fait des évaluations globales de notre filière, donc de l'ensemble des activités. On n'est pas arrivé encore à évaluer précisément l'impact d'un seul appareil. Donc c'est pour ça que avoir des évaluations, on va dire, très précises de l'impact d'un appareil repris, ce n'est pas encore ce qu'on peut faire. Par contre, on assure la prise en charge et le traitement correct des appareils par un certificat de prise en charge qu'on remet aux Très bien. détenteurs. Aujourd'hui, vous travaillez surtout sur les problématiques B2C et donc plus en plus, vous voulez ouvrir la solution aux professionnels. On travaille déjà beaucoup avec avec du B2B, mais on n'a pas forcément, on va dire, une solution adaptée. Enfin, on a la solution de reprise adaptée à chaque situation. Par contre, on ne remet pas forcément de documents détaillés sur ce qu'on prend en charge parce qu'au niveau de la gestion de ces informations, c'est très impactant. Par contre, c'est vrai que dans une démarche RSE, on réfléchit justement à adapter un peu le reporting qu'on fait à chaque acteur. Par contre, il faut savoir que sur notre site web, il y a déjà beaucoup d'appareils qui sont décrits avec justement les procédés de traitement, ce qu'ils contiennent et comment on valorise en fait les différentes matières et l'impact carbone que peuvent avoir ces appareils. Donc, il y a déjà la possibilité d'avoir beaucoup de réponses sur ce qui est fait des appareils et l'impact que ça peut avoir via le site web d'écosystème. Très bien. Et j'ai une autre question pour toi, Soline, c'est avec vos plus de 112 centres de traitement, est-ce qu'il y a des produits que vous ne prenez pas? Parce que j'ai l'impression que finalement, vous pouvez vraiment tout valoriser. Non, on prend absolument tout. Par contre, c'est vrai qu'il y a des appareils par la taille ou par la complexité de ce qui se trouve à l'intérieur qui sont effectivement plus difficiles à prendre en charge. Mais on a, par exemple, pour les gros appareils extrêmement encombrants, on a une logistique spécifique en fait qui va être vraiment déployée quand on a des équipements industriels qui sont de taille considérable. Mais en tout cas, tout peut être pris en charge. Effectivement, on a souvent des demandes ensuite très opérationnelles pour savoir comment faire le traitement de tel ou tel appareil que les opérateurs n'ont pas forcément vu. Donc, il y a des défis qu'on relève assez régulièrement pour essayer de proposer des solutions de traitement qui soient adaptées. En tout cas, on prend tout en charge et puis les opérateurs commencent à être vraiment extrêmement formés sur les équipements professionnels. Alors, ils sont déjà complètement opérationnels et formés sur les professionnels puisque la filière a 15 ans aujourd'hui. Sur le professionnel, on continue toujours à apprendre, effectivement. Très bien. Merci beaucoup Soline. J'ai une dernière question pour toi. C'est sur l'obtention du statut d'entreprise à mission dont on parlait avec Timothée notamment. Quelles étapes il a fallu suivre pour obtenir ce statut et comment une entreprise demain qui pense pouvoir être à mission peut enclencher
Ouais. ce processus? Alors, c'est quand même une réflexion de long terme, l'entreprise à Mmh. mission, puisque c'est vrai que, comme l'a dit Timothée, on inscrit dans nos statuts des engagements, et on n'a pas la possibilité de changer, d'engagement en cours de route ou, voilà, c'est vraiment, inscrit, dans les statuts de l'entreprise. Donc, pour le dérouler, c'est une réflexion de long terme, qui mobilise notamment la direction, et le conseil d'administration. Et les réflexions qui ont été, engagées, pour arriver au statut d'entreprise à mission, c'est notamment réfléchir sur, heu, sur, les 5 engagements qu'on a pris et sur, bah, voilà, sur toutes les actions qu'on allait pouvoir, mettre derrière tout ça. Hem, Mmh. la raison d'être, c'est aussi quelque chose qui est très structurant et qui a nécessité, beaucoup de réflexion et d'échanges, en interne, et avec, certaines de nos parties prenantes. Hem, après voilà, ces engagements qu'on prend, par la raison d'être et par, les engagements qu'on formule, nous, ça a été vraiment de renforcer, notre mission d'intérêt général et on a, globalement, repris ce qu'on avait pu mettre en avant, que ce soit en interne ou en externe via des campagnes de communication qu'on pouvait, avoir fait auparavant. On a voulu renforcer en fait, bah, finalement les engagements qu'on prenait déjà, dans nos communications avant. C'est très en ligne avec nos activités, donc c'est vrai que construire une raison d'être et des engagements, ça doit quand même vraiment être en ligne avec les activités de l'entreprise et en ligne avec ce qui est possible de faire et comment, l'entreprise peut réellement s'améliorer. Très bien, très clair. Merci beaucoup, pour ces explications, Soline. J'ai une dernière question pour Timothée, après je pense qu'on devra, clore, le webinaire. Tu proposais, Timothée, de revenir sur les fameux labels, notamment qu'on pouvait attribuer aux PME. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ces fameux labels? Heu, tac, voir un petit peu lesquels sont, pertinents pour quel type d'entreprise, notamment? Bon, on va dire que pour les entreprises industrielles, je trouve que le label AFNOR est pas trop mal parce que ben, il est bien référencé dans les gros donneurs d'ordre, donc ça fait bien d'être AFNOR certification. Label Lucie, c'est un label qui est peut-être plus utilisé aujourd'hui, notamment en province. Mmh. Il se développe pas mal. C'est un label par contre franco-français. Donc ça va dépendre aussi de ce que demandent vos clients. Sans moi les labels, ce que je vous recommande, c'est si vous avez pas de contrainte, si un client vous dit pas elle est labellisée, pas forcément tout de suite Mmh. faire un label parce que ça a un coût un label. Hein. Le label, il y a quoi? Il y a souvent un coût d'audit, hein, donc plusieurs jours en fonction de la taille de l'entreprise. Et ça, du coup, c'est-à-dire qu'en plus, vous devez vous préparer à l'audit. Donc, souvent, vous prenez un consultant qui va vous aider à préparer l'audit. Et ensuite, vous avez une redevance chaque année à payer au label. Mmh. Donc, très vite, ça a un coût qui est non négligeable pour une petite structure. Le label B Corp, lui, il est connu partout dans le monde. Donc, c'est vrai que si vous avez des clients internationaux, ça peut valoir le coup d'aller sur ce type de label. Et le label PME+, c'est un label qui est que pour surtout pour les entreprises qui sont distribuées dans la grande distribution. Donc, si vous n'êtes pas dans ce cas-là, ça ne sert à rien d'aller le chercher. Donc, moi, mon conseil, il est, avant de se poser la question du label, c'est de se poser la question de comment vous voulez-vous structurer votre démarche. C'est le plus important Mmh. parce que ça vous permet de ne pas justement vous rentrer dans un cadre fermé du label et de vraiment pouvoir travailler quelque chose qui avec les salariés, soit pertinent, engageant, sans stress, sans contrainte. Moi, je trouve que le développement durable, il faut sortir de cette image de contrainte. Il faut Mmh. plutôt se dire comment j'en fais une démarche qui soit pertinente et que je le fasse avec envie et s'ajouter des contraintes, mais après. Et le label, c'est une contrainte. Donc, allons-y étape par étape. La première étape, déjà, pour 80% aujourd'hui des PME en France, c'est qu'ils n'ont pas structuré leur démarche. Moi, ce que j'appelle une démarche structurée, c'est une démarche où vous êtes capable en quelques secondes de me dire vos engagements, vos objectifs et comment vous allez y arriver.
C'est la grande différence avec toutes les autres entreprises qui font de la RSE, hein, clairement. Tout le monde, il n'y a aucune entreprise qui dit qu'il fait 0 action RSE, mais on fait des actions un peu par-ci par-là, sans fil rouge. Et quand on fait des actions un peu partout sans fil rouge, ben, c'est très difficile derrière de les valoriser en interne et de les valoriser en externe. Donc la seule façon de passer le cap et d'aller plus loin, c'est de faire de cette démarche RSE une démarche stratégique qui devient un peu la stratégie de développement de l'entreprise. Et ça se travaille. Vous avez encore la chance de le faire à votre rythme. Hein, Donc, ça, c'est quand même la chance. Super, super clair, Timothée. Il y a une question de Marlap qui demande ton avis sur l'EcoVadis. Ah ouais, le fameux EcoVadis. EcoVadis, malheureusement, c'est la meilleure façon pour un grand donneur d'ordre de se laver les mains sur la vigilance qu'il doit apporter par la loi sur ses fournisseurs. Donc, il y a une plateforme qui pour le coup, du coup, est facile d'accès économiquement pour eux. Hein. Et donc, ils disent à leurs fournisseurs, ben, rentrez sur EcoVadis, vous faites votre note et comme ça, moi, je me lave les mains, j'ai noté mes fournisseurs et puis je mets peut-être une barrière en fonction des donneurs d'ordre. Si vous avez moins de 55 sur 100, ben, vous ne pouvez pas travailler avec moi. Donc, le problème d'EcoVadis, c'est que c'est un bon outil pour les donneurs d'ordre sur sa vigilance, mais ce n'est pas un outil qui va vous aider à structurer votre démarche RSE. EcoVadis, c'est de la formalisation, c'est de la documentation, c'est répondre à des cas, c'est de répondre à des questions, mais ça ne va pas vous aider à en faire une vraie stratégie sur laquelle vous allez pouvoir embarquer vos collaborateurs. Bon, moi, j'aide bien sûr les entreprises qui sont sur EcoVadis à avoir une bonne note, mais clairement, nous, on ne travaille pas pour avoir une notation EcoVadis. Nous, on travaille pour faire en sorte que l'entreprise puisse se positionner sur ces enjeux-là, qu'elle puisse à un moment donné, du coup, valoriser à travers EcoVadis une bonne note. Ok, super. Mais ça ne doit pas être la fin de l'histoire. Souvent, les entreprises me disent, je suis RSE, je suis EcoVadis. Non, j'ai envie de leur dire, Orpea était sur EcoVadis Platinum. Est-ce que Orpea, c'est une entreprise qui était RSE? Donc non, donc c'est pas le début du chemin, c'est pas la fin du chemin, c'est le début peut-être du chemin pour certains, parce que pour beaucoup de TPE-PME, ils entrent dans la RSE à travers EcoVadis parce que c'est une exigence demandée par leurs grands clients, leurs grands donneurs d'ordre. Donc, il faut répondre, hein, c'est un client, mais après, une fois qu'on a fait ça, je veux dire que l'histoire commence. Très bien, super, c'est hyper clair. Merci beaucoup, Timothée. On va clore ce webinaire pour finir dans les temps. Je tiens encore à vous remercier tous les deux d'être intervenus aujourd'hui sur ce sujet. Merci à vous pour l'invitation. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Vous pouvez retrouver le webinaire en replay avec les contacts de Soline, Timothée et moi-même dans la semaine. Et donc voilà, merci beaucoup. Et voilà, je vous laisse maintenant. Bon appétit. C'est l'heure. Merci, vous aussi, bon appétit. Et puis je vous dis à très bientôt et merci à tous les participants également d'avoir assisté à ce webinaire. Merci à tous. Bonne journée. Bonne journée à tous. Merci. Au revoir.